Retour à l'essentiel, bienvenue si vous nous rejoignez. On va plus loin à présent avec Niagale Bagayoko, président de l'African Security Sector Network. Bonjour, Niagale. Et Gauthier Rybinski, chroniqueur international à France 24. Bonjour Gauthier. Au sommaire, le Premier ministre polonais libéral et pro-européen Donald Tusk ont demandé un vote de confiance du Parlement. Hier, son candidat a échoué au second tour de l'élection présidentielle face au nationaliste Karol Nawrocki, élu de justesse pour succéder à Andrzej Duda, déjà du parti Justice et Liberté. Et puis l'opération spectaculaire des Ukrainiens hier, ils revendiquent la destruction d'une quarantaine d'avions russes sur des bases aériennes, parfois très à l'intérieur du territoire russe, jusqu'en Sibérie. On en parle dans un instant, on va plus loin. Le Premier ministre polonais Donald Tusk va demander la confiance des députés à la Diète. Hier, le conservateur Karol Nawrocki succédera à Andrzej Duda du même parti Droit et Justice. Il a été élu à la présidence du pays avec 50,89% des voix contre 49,11% pour le candidat européen Rafał Trzaskowski. Alors je vais demander la prononciation exacte à Gauthier Rybinski. Rafał Trzaskowski. Voilà. Bah, on vous laisse. Rafał, c'est Raphaël. Eh ben oui. Ah, en plus. Ah oui. On va en tout cas, nous, partir rejoindre Adrien Sarlat en direct de Varsovie. D'abord un mot, le Premier ministre vient de s'exprimer. Donald Tusk ne démissionne pas, mais il demande la confiance du Parlement. Oui, en demandant cette confiance, il a bien dit dès les premiers mots de son allocution qu'il ne se retirerait pas. Et d'ailleurs, avec cette question de confiance, il prend très peu de risques parce qu'en réalité, les élections d'hier, les élections présidentielles n'ont eu aucun impact sur la composition du Parlement dans lequel il a la majorité depuis 2023. Donc il devrait obtenir cette confiance. Il s'agirait plutôt pour lui de remobiliser ses troupes après la défaite d'hier, de montrer que la coalition est toujours soudée, a toujours envie de faire avancer la libéralisation de la Pologne qu'elle avait promise à l'Europe. Évidemment, le PiS, lui, le parti Droit et Justice dont est issu Karol Nawrocki, a demandé la démission de Donald Tusk, mais lui ne leur fera pas ce plaisir. Il a en revanche, bien entendu, avec ce geste, voulu montrer qu'il tirait des conséquences du vote d'hier qui s'apparente pour lui à un vrai camouflet. Oui, alors un camouflet qui s'est joué quand même à quelques voix d'écart seulement. Ça signifie quoi pour la Pologne et sa place dans l'Union européenne, Adrien ? Eh bien, c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour la Pologne comme pour l'Union, car le pays, dernièrement, notamment sous l'impulsion de Donald Tusk, était devenu une puissance montante de l'Union, sur les questions de défense notamment, sur les questions de sécurité également, et de collaboration franco-allemande et polonaise, avec le triangle de Weimar qui avait repris un petit peu de vitalité grâce au Premier ministre polonais. Il avait d'ailleurs, dès son arrivée, permis de lever les sanctions européennes qui pesaient sur son pays en échange d'une promesse de libéraliser la Pologne. Oui, mais voilà, avec Andrzej Duda, on savait que c'était impossible. On attendait un changement de président pour pouvoir le faire. Mais avec Karol Nawrocki, on sait que eh bien, la situation d'opposition entre gouvernement et président va continuer de s'éterniser. Et donc, eh bien, il se pourrait qu'il ne puisse pas, jusqu'à la fin de son mandat, libéraliser quoi que ce soit en Pologne à cause du veto présidentiel qui lui sera automatiquement apposé. Et ça pose question, ça pose problème parce que la Pologne pourrait se retrouver à nouveau, comme durant les 8 années de règne du gouvernement PiS, en opposition constante avec Bruxelles. Merci Adrien Sarlat avec nous en direct de Varsovie. Gauthier Rybinski, que va-t-il advenir maintenant de ce pays, la Pologne, dans l'ensemble européen ? C'est une situation finalement qui préexistait déjà avec Andrzej Duda à la présidence. Qu'y a-t-il de changé aujourd'hui ? Ce qui a de changé, c'est quand même la perception renforcée d'un danger russe. Quand je dis renforcée, ça peut être réel comme imaginé, hein, mais en tout cas la perception qu'ont les Polonais au point d'avoir augmenté la part du PIB. On est à 4,7, 4,8 du PIB dans le domaine de l'armement et ça fait des emplois aussi. Rappelons aussi que pour la Pologne, cette affaire d'armement, c'est une idée très lointaine qui doit prouver que la Pologne ne disparaîtra plus jamais, puisque dans l'histoire, elle a disparu à 3 reprises. Et que donc, il y a une revanche à prendre. Et ça, je pense que
avec le président Nawrocki ou bien Tusk au Premier ministre. D'abord, il faut rappeler quand même la préséance du Premier ministre. C'est lui aussi qui est dans les grémiums européens, le Conseil de l'Europe. Je pense que ça ne changera pas sur cette affaire-là. En revanche, ce qui va changer, bien sûr, c'est à l'intérieur à nouveau, notamment en ce qui concerne les droits des femmes, les droits des minorités sexuelles. On se souvient que dans la dernière période du pouvoir du PiS, il y avait aussi une mainmise sur les médias, sur la télévision notamment. Ça a été soigné, si j'ose dire. Mais il y a surtout le système juridique, non seulement la loi, mais aussi l'occupation des postes. Et là, vous voyez très bien comment le PiS a réussi à truster les places de juges, au point, si vous voulez, que ça a un impact... Comment dire, ça a un impact sociétal et politique, quelle que soit l'importance du délit, du crime commis. Je ne dis pas qu'il y a des crimes qui sont sans importance. Je veux dire par là que ce maillage de la société via l'appareil de justice est important parce qu'il est un contrôle réel. Si vous ajoutez à cela, et ça je sais que ça a été à nouveau quelque chose de réactivé par l'Église et les associations cultuelles. Quand le PiS était au pouvoir, régulièrement, vous aviez des associations en lien avec l'Église, mais composées de laïcs, qui frappaient aux portes des gens en disant « Vous avez vu le programme télé ce soir ? Ça, c'est pas bien, ça, faut pas regarder. Ça, c'est pas bien, faut pas regarder. » Et quand on dit ça, c'était à l'époque où le PiS avait déjà la main mise sur la télé. Donc, vous voyez, je sais pas ce qui pouvait rester, peut-être le bulletin météo, à la limite, et encore. Donc ça, on est revenu à ce genre de pratique. Est-ce que les Polonais sont dupes ? J'espère que non. En même temps, ce qui est plutôt rassurant, c'est ce que vous avez dit, hein, le pourcentage, l'écart entre les deux, signifie à la fois qu'il y a un vrai clivage, mais que le bloc, on va dire libéral, pour l'appeler rapidement comme ça, a quand même une sorte de stabilité qu'il n'avait jamais eue avant, puisque depuis la sortie du glacis soviétique, vous aviez eu une alternance entre la droite et des anciens, finalement, je rappelle que Kwaśniewski, le président, était un ancien du Politburo, et que c'est lui qui a promu l'entrée de la Pologne dans l'OTAN. Oui. Bon, et dans l'Union européenne. Donc, tout ça, ça s'est stabilisé. Maintenant, c'est vrai que le pouvoir d'un président qui fait usage de son veto peut être extrêmement néfaste, dans la mesure où, précisément, l'un des griefs qui a été fait à Tusk pour la période entre 2023 et aujourd'hui, c'est de ne pas avoir tenu ses promesses. De fait, il y a certaines qui ne l'ont pas tenues parce que la coalition de Tusk est aussi hétéroclite, mais il y en a qui l'ont essayé de tenir et qui ont été retoqués systématiquement par Andrzej Duda. Niagale Bagayoko, comment interprétez-vous cette victoire finalement d'hier sur le fil du candidat nationaliste, sachant que c'était déjà un nationaliste à la présidence, qui n'est pas l'essentiel des leviers du pouvoir en Pologne? Alors, plusieurs éléments. D'abord, moi, c'est sur le fil qui m'intéresse le plus, parce qu'on s'aperçoit véritablement que cette profonde division des opinions publiques et des électorats entre un camp dit progressiste et un camp national-conservateur se vérifie finalement sur toutes les scènes internationales, partout sur la planète. On s'aperçoit que d'un côté, il y a en effet ces partis ultra-conservateurs, mais il ne faut pas oublier que cette victoire est sans doute due aussi au très fort score au premier tour, d'autres candidats d'extrême droite qui cumulés avaient fait 22% déjà. L'extrême gauche aussi d'ailleurs avait fait un certain score. Mais en face, le camp progressiste résiste, mais quand il reste au pouvoir, il n'a pas forcément les moyens de satisfaire son électorat, soit en effet en raison des blocages institutionnels que vous avez mentionnés, mais soit parce que ce sont des coalitions très hétéroclites qui se dressent contre les candidats conservateurs. Donc c'est ça qui me paraît compliqué et qui, à mon avis, va avoir des répercussions au niveau européen notamment, puisqu'on se souvient de la façon dont Emmanuel Macron s'est fortement rapproché de Donald Tusk, justement, récemment, de cet enjeu énorme qui est celui de la relance de la défense européenne. Que pèse cet effort européen en matière de défense si ce sont des candidats qui sont opposés à ce type de projet qui arrivent au pouvoir? C'est une vraie question et je ne suis pas certaine qu'elle soit véritablement envisagée à la mesure de la menace qu'elle représente.
Menace significative, Gauthier? Oui, menace significative, surtout quand vous écoutez les auxiliaires de Poutine, hein, quand vous écoutez Medvedev, dont on avait pensé qu'il était policé par l'Occident, et qui dit tous les emmerdements, parce qu'il emploie ce mot que l'on a eu avec la Pologne, c'est quelque chose de dramatique. Alors, c'est assez presque cocasse, pardonnez-moi le terme, mais de voir comment la droite polonaise et Poutine se crêpent le chignon, la formule est faible, alors que fondamentalement, on a affaire à des options idéologiques religieuses qui sont quasi identiques. Mais quasi identiques. Alors, avec justement l'opposition, l'antagonisme entre le christianisme romain, hein, l'Église catholique romaine et l'orthodoxie. Mais s'il n'y avait pas cette opposition millénaire, il y aurait presque un pays avec le PiS qui serait la tête de pont d'une idéologie, on va dire, réactionnaire. Là où je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, c'est sur le fait de ne pas savoir, d'être dans l'incertitude quant au comportement du nouveau président vis-à-vis des Américains. Parce que pendant longtemps, justement, l'un des freins à une idée de défense européenne venait entre autres de la Pologne, disant « ne nous parlez pas de ça, nous, on a l'œil rivé sur Washington et il n'y a qu'eux qui peuvent nous défendre ». Là, on fait cet effort considérable, à la fois pour des raisons économiques et historiques. Mais est-ce que ça veut dire que Trump, alors est-ce que Trump va découper une carte en disant bon, là ce sont des amis, hein, puisque donc là on va les défendre, et celui qui est à côté, là je ne sais même pas ce que c'est, mais on va pas le défendre, c'est compliqué. Quand Nawrocki se dit Trumpiste, il y a là aussi un problème, c'est-à-dire qu'on voit bien que Nawrocki, avec le poids de l'Église, n'est pas du genre, et tant mieux. Alors c'est peut-être ça le poids bénéfique de l'Église, mais n'est pas du genre à dire ce que Trump disait des femmes. Je ne vais pas le citer ici. Mais il y a quelque chose de très clivant par rapport justement à l'Occident, qui est perçu comme décadent, parce que c'est là aussi une forme de familiarité, de proximité avec le poutinisme. Pour beaucoup de Polonais, et ce qu'il y a peut-être de plus frappant, c'est la présence, ou en tout cas l'adhésion, d'une forte part de la jeunesse à l'égard de l'extrême droite. Et ça, c'est assez spécifiquement polonais, au motif que c'est une décadence occidentale. Et que dans ce cas-là, on ne voit pas pourquoi glorifier Trump, mais qu'on ne voit pas non plus la différence qu'il peut y avoir entre un Trump et les élites ouest-européennes. Alors, toutes ces questions, notamment de mœurs, sont effectivement essentielles, puisque c'est ce qui est redouté. Hein, c'est notamment des droits de veto sur ces questions-là. Cela dit, il faut quand même rappeler que pendant la campagne, le candidat a accumulé un certain nombre d'attaques contre lui en raison de liens avec les milieux du proxénétisme, voire un soupçon de lien avec des prostituées lui-même, des affaires aussi concernant les biens immobiliers dont il serait propriétaire ou pas. Mais la leçon, elle est la même que pour Donald Trump, à savoir que ces questions judiciaires n'ont absolument pas l'air de peser sur les choix effectués dans les urnes par les électeurs. Tant que l'Église ne dit rien. C'est vrai. Hein, s'il y a une indication par l'Église, là, ça peut changer les choses. On en vient à cette autre actualité, cette nouvelle journée sans cessez-le-feu qui vient de se conclure en Ukraine. Russes et Ukrainiens ne sont pas parvenus à s'entendre à l'issue de leur deuxième rencontre en direct à Istanbul sur la proposition ukrainienne. Il devrait tout de même y avoir un échange de tous les prisonniers grièvement blessés ou âgés de moins de 25 ans. Pour le reste, on retiendra surtout l'action du week-end côté ukrainien, cette spectaculaire attaque contre les bases aériennes, très à l'intérieur du territoire russe, jusqu'en Sibérie. Les explications en images de Nicolas Chamontin. 18 mois de préparation, nom de code, toile d'araignée, l'opération ukrainienne très audacieuse et couronnée de succès. 117 drones ont été utilisés lors de l'opération et un nombre correspondant de pilotes de drones a été impliqué. 34% des porteurs stratégiques de missiles de croisière russes sur leurs aérodromes ont été touchés. Une quarantaine de bombardiers stratégiques russes ont été détruits. Parmi eux, des appareils Tupolev qui, selon les services ukrainiens, ont été déployés pour tirer des missiles de croisière sur l'Ukraine. Le tout en utilisant leur portée pour rester à distance.
Ces bombardiers, ainsi vraisemblablement que des avions radars, ont été visés par des drones lancés depuis les abords de leur propre base, dans la profondeur du territoire russe. Invité de France 24, le Premier ministre ukrainien n'exclut pas une nouvelle prouesse de ce type. Les technologies innovantes jouent réellement un rôle crucial dans le cadre de ces opérations et ces technologies aujourd'hui changent la donne sur le champ de bataille. Nous continuons donc de libérer notre espace aérien des bombardiers russes et nous allons également faire la même chose dans d'autres domaines, y compris sur le terrain. De leur côté, les autorités russes reconnaissent que des avions ont pris feu après des lancements de drones. Moscou assure cependant que l'attaque sur la base d'Ukraïnka, dans le très grand est du pays, a été repoussée et que les manœuvres ukrainiennes n'ont fait aucune victime. Pour l'opération, l'Ukraine a fait passer clandestinement ses drones en Russie en les cachant dans le plafond de containers placés sur des camions, eux-mêmes stationnés à proximité immédiate des bases. À l'heure dite, des essaims de drones quadricoptères légers, porteurs chacun de charges explosives, ont jailli des containers pour s'abattre sur les avions russes qui n'auraient sans doute pas dû se trouver en extérieur. Niagale Bagayoko, l'Ukraine revendique avoir mis hors service une quarantaine de Tupolev. C'est un tiers de la flotte russe de ces bombardiers lourds porteurs de missiles de croisière qui ont fait tant de mal à l'Ukraine ces derniers mois, même s'ils n'en ont détruit qu'une fraction, parce que les spécialistes du renseignement sources ouvertes font état seulement de 10% d'explosions. C'est déjà une action spectaculaire. Oui, et c'est historique, en réalité, de parvenir à frapper comme ça la Russie dans la profondeur de son territoire. C'est, à mon avis, une action qui restera dans l'histoire militaire, sans doute. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup, à commencer par les Ukrainiens eux-mêmes, soulignent le rôle de la technologie, qui est évident. Ça rappelle un petit peu l'affaire des beepers, quelque part, ce type d'action auquel on ne s'attend pas, mais tout comme pour les beepers, on oublie... Alors les beepers, on va rappeler, ce sont les cadres du Hezbollah, porteurs de ces fameux beepers par lesquels ils communiquaient pour éviter les réseaux de téléphonie mobile et par lesquels des beepers qui se trouvaient piégés par l'armée israélienne qui les a actionnés simultanément. Simultanément, après avoir travaillé pendant des mois, voire des années, tout comme les Ukrainiens ont révélé l'avoir fait. Ils disent que la planification de cette action leur a pris plus d'1 an. Mais ce qui est intéressant et qui est moins souligné, et sans doute pour des raisons évidentes de confidentialité par l'Ukraine, c'est le rôle du renseignement, certainement. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une infiltration au sein de la Russie? Est-ce qu'il y a des complicités en Russie? C'est une question essentielle. Ouais. Et bien sûr qu'on met en avant uniquement la technologie, qui joue un rôle bien sûr majeur, mais je pense que le facteur humain a été aussi essentiel dans la réussite de cette attaque, et ça fait peut-être aussi beaucoup trembler Moscou de savoir qu'il y a autant de capacités, soit des forces spéciales ukrainiennes, soit de retournement contre le régime au sein de la Russie, qui constitue une menace. Oui, alors d'ailleurs pour mettre le doigt où ça fait mal, Volodymyr Zelensky insiste effectivement sur ces bureaux clandestins dans lesquels opéraient en fait ces agents à proximité immédiate de ceux du FSB, les services de renseignement russes, Gauthier Rybinski. Il y a évidemment toute une communication autour, en tout cas pour éviter d'avoir à s'exposer en traversant le territoire russe. Ces drones étaient cachés dans des camions porte-conteneurs situés à proximité des bases russes. Là aussi, il y a de quoi alimenter la paranoïa côté russe. Alors, c'est à double tranchant. Alimenter la paranoïa, oui. Alimenter la colère également. Parce que pour un certain nombre de citoyens russes, que des agents ukrainiens ou des prolongements d'agents ukrainiens viennent à leur nez et sous leur barbe, ou l'inverse plutôt, viennent commettre ce type d'action, c'est insupportable. Et là, vous avez des réactions qui peuvent être l'inverse de ceux que l'on escompte. Je rappelle souvent cette affaire parce qu'elle est significative. Vous savez, le Kursk, ce sous-marin qui avait coulé en mer de Barents, c'était en 2000, oui. Et vous avez eu à l'époque des mères de soldats, donc parmi les 160 soldats qui étaient au fond et qui sont morts, qui ont débarqué à Mourmansk, la ville, et on a cru qu'elles allaient vraiment s'en prendre aux autorités et dire voilà, ça va bien, ça suffit, au régime de Poutine qui était tout frais, tout neuf. Et pas du tout. Elles ont dit vous nous ridiculisez
en faisant mourir nos garçons, vous ridiculisez l'armée russe, vous ridiculisez la Russie. Vous voyez comment ça peut être le retournement, c'est-à-dire que là, s'il y a effectivement ce que vous décriviez, c'est-à-dire une action extrêmement risquée, mais à toute proximité d'une base russe, qu'est-ce que ça veut dire sur le système de protection russe? Et là, on pourrait revenir à l'expression qui était celle employée, je crois, par Mao, qui disait c'est un tigre de papier, hein, à propos des États-Unis. Donc là, il y a quelque chose qui est compliqué. Maintenant, moi, ce que je n'arrive pas à savoir, c'est si vous avez des complicités au sein de la population, parce que malgré tout, ce genre de choses, ça nécessite un minimum de connaissances. Est-ce que ce sont des agents du FSB qui sont retournés? Enfin, on sait à quel point ces deux sociétés, tout de même, au moins jusqu'à cette guerre, étaient interconnectés, imbriqués. Il y a quand même eu même des présidents d'Union soviétique originaires. Sauf que les endroits que vous citiez, où se trouvent ces bases, sont très très lointains de cette communauté culturelle, linguistique entre l'Ukraine et la Russie. Notamment la Sibérie, hein, quand même. Parce qu'il y a l'une des frappes qui a atteint la Sibérie. Donc, effectivement, et une qui aurait manqué son objectif encore plus à l'Est. Donc, effectivement, ce ne sont pas les mêmes zones. Alors là peut-être, il faut y voir, c'est une hypothèse. Vous savez que, par exemple, beaucoup de soldats russes qui ont été, donc, j'allais dire incorporés, qui ont combattu, et notamment dans les endroits où la Russie est suspectée d'avoir commis des crimes de guerre. C'est beaucoup de ces régions sibériennes de l'Est où les troupes sur place, où les soldats sur place ont un bonus social capital en étant dans l'armée, où ils touchent énormément en étant soldes. Et ça montre à quel point l'organisation du poutinisme est racialiste. Ça met en dehors les Slaves. Donc on dit, si jamais il y a quelque chose de répréhensible, oui, c'est ces Asiatiques-là qui ont commis ça. Vous voyez comment, avec la Grande Russie, on fonctionne. Et les peuples du Caucase aussi. Et les peuples du Caucase largement aussi. sollicités aussi dans les rangs de l'armée. Alors, vous l'avez dit, Gauthier, c'est à double tranchant, c'est-à-dire ça témoigne à la fois de l'ingéniosité ukrainienne et de ce point de vue-là, c'est peut-être aussi une manière de montrer aux Occidentaux que l'Ukraine, certes, en situation déséquilibrée face à la Russie, n'est pas à court de ressources. Ça risque de braquer la Russie, ça risque peut-être aussi de braquer les États-Unis de Donald Trump, Niagale Bagayoko, à un moment où eux cherchent désespérément à créer des ponts entre les deux pays. Alors, dans quel sens, je ne le sais pas, parce que Donald Trump est quand même réputé pour toujours prendre le parti des plus forts. Là, en voyant un affaiblissement de Poutine, à plusieurs égards quand même, parce que manifestement, cette attaque est aussi possible parce que les moyens de protection de la flotte aérienne russe sont inexistants. C'est pour cela que les cibles étaient finalement à ciel ouvert, ce qui interroge beaucoup. Et puis aussi cette vulnérabilité, en effet, sur de très larges portions du territoire. Donc est-ce que Donald Trump va en conclure qu'il est peut-être un peu trop tôt pour abandonner l'Ukraine, ou au contraire que cela va prolonger de manière inutile cette guerre à laquelle il veut mettre à tout prix un terme? Je ne le sais pas. Et comme on le sait, Donald Trump n'est pas imprévisible, à mon sens, mais illisible. Donc, difficile à dire. Il faut peut-être pas pour autant donner trop d'importance à ce qui s'est passé hier. Pour spectaculaire qu'elle est, cette attaque ne remet pas en cause la supériorité militaire russe, notamment, bien sûr, à la fois sa dissuasion nucléaire, ses missiles balistiques, intercontinentaux, mais aussi des missiles de portée intermédiaire. On s'en souvient, Orechnik avait été tiré sur la ville de Dnipro, et les Russes pourraient bien rééditer à nouveau cet avertissement. Oui, parce que dans le cas d'attaques plus conventionnelles, plus habituelles, il y a une supériorité russe qui n'est pas forcément marquée par une rapidité énorme, mais qui là aussi, qui s'intègre très bien à cette pensée sur le long terme. Et où Poutine, qui évidemment n'a aucun sentiment, il n'y a aucune
qui n'a cure de la vie des soldats. Oui. Ça, voilà, c'est fondamental cette idée-là. C'est sur le nombre, sur le numérique, sur cette supériorité. C'est sur le nombre. Parce que pour ce qui est de l'armement, hein, quand même la flotte en mer Noire décimée, là il y a quand même des appareils, on ne sait pas, entre 10 et 40. Oui. Enfin c'est quand même significatif. Totalement. N'oublions pas non plus, je sais que parfois ça fait sourire, mais n'oublions pas que dans l'imagination de la Russie, de ce qu'elle est dans sa puissance militaire, c'est aussi de dire et de maintenir que c'est quand la Russie est le dos au mur qu'elle est la plus forte. Hein. Et quand Poutine reparle souvent de Napoléon en disant à Macron il ne faut pas essayer de revivre ce qu'on a vécu, lui il est dans cette image de Moscou brûlant au moment de la campagne napoléonienne et qui se sauve comme ça, ou qui se sauve en envoyant... Stalingrad, il a et encore... voilà, et voilà. Et Stalingrad où l'on envoie des vagues et des vagues et des vagues de soldats qui ne savent pas se battre, mais qui vont submerger les nazis par leur nombre. Et il ne faut pas oublier ce type de choses parce que vous avez des remarques sans arrêt par les petits nazillons en culotte courte, Salaviov et Kiselyov, qui disent mais nous avons combattu pendant combien de temps les nazis ? Entre 1700 et 1721, on a combattu la Suède pendant plus de 20 ans. On a l'éternité devant nous. Et cette réflexion est intéressante parce qu'on a l'éternité devant nous. C'est comme quand Surkov, l'un des idéologues, dit « la Russie n'a pas de frontières ». Et peu d'intérêt pour la vie humaine. Et peu d'intérêt pour la vie humaine. La nation la survit aux individus. Exactement. Un dernier mot peut-être sur cette offensive. Oui, en effet, c'est sans doute le rapport au sacrifice qui fait la différence. Mais le sacrifice des Ukrainiens est patriote et peut-être pas peut-être, très certainement volontaire. Et c'est peut-être ça aussi qui fait la différence. On a vu, et c'est ça qui a surpris, c'est cet élan de sacrifice qui a uni les Ukrainiens qui étaient censés être écrasés en quelques jours par la Russie. Merci Niagale Bagayoko. Gauthier. Oui, un dernier mot, Gauthier. Un dernier mot, c'est à propos de la Pologne. Les femmes sont en pointe dans le combat contre le traditionnalisme. Un mot, sur des pancartes dans les manifestations, des femmes avaient inscrit, est-ce que vous savez pourquoi un cateau polonais regarde un film pornographique jusqu'à la fin ? Parce qu'il pense qu'il va y avoir un mariage. Eh bien, tant qu'il y aura ce genre de formule, comme on dit en polonais, la Pologne n'est pas perdue, c'est la première phrase de l'hymne. Merci Gauthier Rybinski pour ce trait d'humour. C'est la fin d'On va plus loin. On se retrouve nous dans 3 minutes pour la suite de l'essentiel.